Et nous allons du côté de Biétry. C'est un endroit que j'aime bien. Biétry, c'est dans la commune de Marcory, c'est ça? Oui, Marcory, zone 4. Oula. C'est magnifique. Et là, nous avons vraiment, c'est Akpessi, c'est ça? Banane bouillie, piment, pâte d'aubergine. Mais là, par contre, ça, c'est pas le plat de Biétry, c'est le plat de Bassam. Ça nous vient, la photo a été postée par Anna Koné. Bisous, bisous, Anna Koné. J'ai jamais mangé, mais... Jamais? Non, la poésie, je connais pas. Je connais le bio cossu, par contre, que je connais très bien même d'ailleurs. Avec tout votre palmarès, ouais. tout votre palmarès culinaire, vous n'avez jamais mangé ça? Comme quoi, ça donne des idées. Hein, oui, donc, je vais tenter ça incessamment sous peu. Alors, où est-ce qu'on va? À la Riviera ou à Biétry cette fois? Eh bien là, on est vraiment à Biétry avec Bintou Diallo qui nous partage donc les biscottes, de la confiture, du thé, du beurre, etc. Relax, quoi, franchement. Voilà. Petit-déj très sain, très simple également, et puis bon pour la santé finalement. Ah oui, sain, on espère que le beurre respecte un peu le cœur hein, par rapport au cholestérol, tout ça, parce qu'il faut faire attention aussi. Voilà, c'est bien d'envoyer les photos, mais aussi il faut faire attention à sa santé. Mais bon, là, parlons de santé... Alors, la tiéké poisson. Chaque matin, on a un plat de tiéké poisson différent. Oui, hein. oui. Des poissons de qualité, de... Ça c'est quel genre de poisson? Ça, c'est du soso, non? Ça m'a l'air d'être du soso. Soso et de la tiéké reconnue par la communauté tchama. Avec un soda, bon, c'est un peu moins conseillé, surtout le matin. Oui. Et surtout du piment. Le piment, là, on le voit carrément en vert, là, le piment pilé. On a pratiquement le drapeau des pays. Il n'est pas cuit, le piment, il est juste pilé avec un peu d'huile, un peu de sel. C'est un délice pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'animatrice qui parle, mais c'est la personne qui a faim. C'est la personne qui a faim. Du coup, j'ai super faim ce matin. Merci à vous. Là, c'était donc Marie-Ange, Riviera et Jardin, dans la commune de Cocody, bien sûr. Merci à vous d'être notre compagnie, mesdames et messieurs. Je rappelle aujourd'hui que c'est la fête nationale du Liban. On souhaite très, très bonne fête à toutes les personnes d'origine libanaise dans notre beau pays. Merci et en tout cas pour votre côté industrieux et pour votre sympathie aussi en général. Oui, sympathie en Côte d'Ivoire. Hein. Cela dit, on va vous exhorter à être un peu plus, j'allais dire humain, mais ce n'est pas vraiment le mot, un peu plus, comment dire ça, envers les personnes de couleur noire qui sont dans vos pays. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la Libye, mais ce n'est pas le seul pays à être négrophobe. Il y a beaucoup de pays du Maghreb comme ça qui se permettent de maltraiter les ressortissants subsahariens ou ayant la peau noire, alors qu'ils sont très très bien accueillis dans nos pays en général. Et je pense que ça ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, vendredi, on aura donc un thème assez évocateur de ce qui va révéler maintenant avec notre sociologue. Ce sera un moment de partage. L'essentiel, c'est que la personne humaine soit respectée. Qu'on soit à Beyrouth, dans un quartier de Beyrouth, à Saïda ou à Zoukoube ou bien à Daloa. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur, le rendez-vous de la réalité, de la vérité. Pas de langue de bois. On vous dit ce qu'il faut pour que vous puissiez vous réveiller du bon pied. Christelle Akoussa, je rappelle, réalise cette émission. Tout de suite, elle va nous entraîner dans les méandres, dans les travers du Sahara et nous parler bien sûr de l'anacarde qui se dévoile. Sahara 2017, jour 4. En sillonnant les allées des pavillons, voici l'une des choses qui a attiré l'attention de notre équipe. Ces pâtisseries, confectionnées à base de la noix de cajou. Comme ces gourmandises, ce sont une dizaine de produits dérivés de l'anacarde qu'on retrouve à ce stand. Des brochettes, des boulettes, de la bouillie, du lait et même de la liqueur d'anacarde, pour ne citer que ceux-là. Des produits qui suscitent la curiosité et qui en mettent plein la bouche des visiteurs. C'est très bon, le goût est très très excellent et je pense que c'est un produit qu'on doit promouvoir. Tous les produits dérivés de l'anacarde, c'est tout un engouement. J'avoue qu'il y a pas mal de personnes qui aiment et qui sont surpris que naturellement on peut produire tout ce dont le ménage a besoin à partir de l'anacarde. L'engouement autour de l'anacarde, on a pu le constater par nous-mêmes. 4 stands qui ne désemplissent presque pas. Qui pour se renseigner, qui pour une dégustation. Pour les acteurs, cette 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales est une belle opportunité. On a remarqué que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'on fait. Aussi, on est venu pour faire apprendre à la communauté ivoirienne qu'il y a beaucoup de produits qui sont faits ici. Nous félicitons déjà même ceux qui ont une idée pour le Sahara. Nous avons eu sur nos stands beaucoup d'intervenants. Les gens sont venus nous voir, ils veulent en savoir plus sur les noix d'anacarde,
comment ça se fait, comment on transforme, comment on produit. Et le Sahara nous permet de véhiculer tout ce message-là. Belle opportunité, mais n'empêche que ces performances doivent être améliorées pour préserver le premier rang de producteur d'anacarde que la Côte d'Ivoire occupe sur l'échiquier international. Aujourd'hui, nous avons relevé le défi de la production, comme je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, on a besoin de transformer. Surtout pour ne pas avoir une surproduction. Nous avons l'anacarde dans 19 zones. Et bientôt, nous serons confrontés au problème de la surproduction. Donc, le marché sera très difficile. Et on risque même d'avoir des chutes de prix. Et pour éviter cela, il faut déjà que nous pensions à transformer déjà une partie de notre production. À ce Sahara, l'anacarde est bien représentée. Et en attendant qu'il soit mieux représenté, les visiteurs, eux, ne boudent pas leur plaisir. Voilà. Ça donne envie, Les Ivoiriens ne boudent pas leur plaisir et nous non plus. Et on reçoit ce matin M. Berté Onania. Tout à fait. J'ai bien prononcé cette fois. Ouais. Directeur général de l'Institut national de formation professionnelle agricole et membre du comité scientifique du Sahara. Avec vous, on va parler donc du bilan de ce salon à mi-parcours parce qu'on a encore 4-5 jours. 4-5 jours à parcourir. Tout à fait. Et je pense que c'est l'occasion, effectivement, à quelques 5 jours du démarrage du Sahara, de pouvoir faire un premier bilan, pour faire un peu le point et voir un peu ce qu'on peut corriger et également améliorer certains aspects qui nous paraissent assez intéressants. Alors, on a eu l'euphorie, hein, ça a bien commencé, tout ça. Après 2015, il y avait beaucoup d'attentes, notamment au niveau organisationnel pur et puis au niveau de tout ce qui est périphérique. Est-ce que le taux de fréquentation vous satisfait à ce moment-ci de l'organisation? La grande satisfaction, c'est la mobilisation de tous les Ivoiriens, de tout le monde agricole, mais également de tous ceux qui s'intéressent au secteur agricole. Les consommateurs, naturellement, ça veut dire toute la population. Et depuis le premier jour, depuis le lancement, et cela a été fort remarqué par le chef de l'État, qui, compte tenu de la forte mobilisation, a dû accuser quelques retards à la cérémonie d'ouverture. Et il a reconnu véritablement que la mobilisation était au rendez-vous. Et il y a eu des innovations cette année, beaucoup de choses, notamment le Sahara Village, notamment du Sahara by Night. Alors, à côté du salon, purement, un Sahara Market, etc. Toutes ces innovations-là, ces pôles d'attraction qui ont été installés cette année, comment ils se comportent? Après les 2 premières éditions, et avec la rupture que nous avons connue, on pourrait dire véritablement que la reprise du Sahara, ça a été en 2015. Et avec de nouveaux acteurs. Et 2017, c'est véritablement la marque des acteurs en faisant en sorte que le Sahara soit davantage mieux organisé. En 2015, j'avoue vraiment que les acteurs étaient tous nouveaux. Et que la rupture, c'était depuis 1999 qu'il n'y avait pas eu de Sahara. Et donc, la reprise n'a pas été facile. Nous avions un challenge, c'était effectivement de réussir d'abord l'organisation. Et après l'édition de 2015, naturellement, de nouveaux défis se sont présentés. Il fallait diversifier véritablement toutes les activités du Sahara. Et c'est dans ce sens qu'il y a eu beaucoup d'innovations cette année. C'est toujours un essai, mais je pense qu'on tirera les leçons pour pouvoir véritablement améliorer avec le Sahara Village, avec le Sahara Market, Sahara by Night. Ça fait beaucoup d'activités, justement pour maintenir les gens en éveil, pour maintenir la mobilisation sur le site du Sahara. Et toutes ces activités, naturellement, nécessitent une véritable attention de la part des organisateurs que nous sommes, afin que véritablement tous les aspects soient maîtrisés. Nous avons des plaintes récurrentes émanant de personnes de la restauration qui estiment qu'elles sont un peu lésées parce que en 2015, c'était des chapiteaux. Cette année, c'est des bâches. Il y a la chaleur, coupure intempestive de courant, tout ça. Et puis aussi la sécurité avec parfois des enfants qui... On ne sait pas comment ça se passe, s'ils ont eu des tickets, mais qui viennent et il y a des soucis avec des personnes qui sont en train de se restaurer. Comment vous essayez de pallier à ça par rapport à la sécurité? Alors, de 2 choses l'une. En 2015, il avait été question effectivement de
de proposer un marché ivoirien de produits donc, locaux, en l'occurrence déplacer les mouvements, du moins les structures qui mobilisent en matière de restauration, les maquis, genre maquis ivoiriens. Et naturellement, le cadre aujourd'hui paraît un peu plus, je ne dirais pas sophistiqué, mais paraît beaucoup plus important pour transférer carrément l'esprit des maquis au niveau du Sahara. Parce que si vous en tenez au fait que ce sont les mêmes restaurateurs, ceux qui détiennent les maquis, qui animent la restauration à Abidjan, qui se déportent sur le Sahara pour faire des affaires, naturellement, l'esprit également risque de se déplacer. Et je pense que des conditions doivent être prises véritablement pour que le public soit maîtrisé. C'est vrai que lorsque on veut également relever le niveau des prestations, ça donne souvent un arrière-goût. Mais j'avoue que pour les jeunes gens qui arrivent au Sahara, naturellement, l'entrée est payante. Pas pour les enfants, mais pour les jeunes, naturellement, qui sont en mesure de pouvoir poser ce genre d'actes. L'entrée est payante, mais les jeunes sont capables de tout aujourd'hui, payer 1000 francs pour aller soutirer un portable. On rappelle que c'est 1000 francs pour les adultes, on dirait, et les jeunes, et 500 francs pour les enfants à partir de 7 ans. Tout à Donc fait. En deçà de 7 ans, c'est gratuit. Tout à fait, pour les enfants accompagnés, il faut que les enfants soient accompagnés parce qu'il y a une question de sécurité sur laquelle il faut veiller. Alors, je pense que c'est une nouvelle approche que nous avons adoptée cette année et qui, naturellement, avec tout ce que nous constatons aujourd'hui, mérite d'être vu. Et le comité scientifique, avec le commissariat général, a pour mission de pouvoir faire en sorte que nous puissions, à partir donc, des écarts comportementaux, que nous puissions proposer aux prochaines éditions des sections beaucoup plus intéressantes. Alors, Monsieur Onagna, aujourd'hui, on a dit il reste 4 voire 5 jours. Pour ceux qui y sont déjà allés, qui ont vu ce qu'il y avait à voir, est-ce qu'il y aura des nouveautés? Est-ce qu'il y aura encore des choses pour les attirer? Et puis pour ceux qui n'ont pas encore fait le déplacement, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ben, le Sahara, je dirais, c'est tous les jours un nouveau programme. Parce que depuis la cérémonie d'ouverture, en passant par le détail, le développement du thème du Sahara, avec le président du groupe Labat. Et le samedi, c'était la journée africaine donc de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le dimanche, c'était l'Afrique du Sud, le pays à l'honneur. Le lundi, c'était les assises du Peña. Et hier, c'était une tribune sur l'opportunité pour attirer davantage de jeunes dans le secteur agricole, parce qu'il faut reconnaître que nous avons un gros défi, c'est la relève de la population agricole ivoirienne. Et donc, hier, c'était vraiment une journée très chargée. Aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement, avec donc, tout ce que cela comporte, comme la COP 21, la COP 23, etc. Et demain, ça sera encore la journée donc, des ressources animales, donc avec beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à voir. Et le vendredi, ça sera la journée donc, des concours, parce que chaque année, le Sahara, on organise des concours pour récompenser tous les meilleurs exposants avec les meilleurs produits, etc. etc. Donc, chaque jour, c'est un nouveau programme. Il y a toujours des choses à découvrir. Et le Sahara, vraiment, c'est la grande tribune de toute la population ivoirienne. Merci beaucoup à vous, Monsieur Berthéoy Onagna. Je rappelle que vous êtes directeur de l'INFPA, c'est l'Institut national de formation professionnelle agricole, par ailleurs membre du comité scientifique du Sahara. C'est à ce titre d'ailleurs que vous intervenez sur ce plateau pour nous donner un peu les pulsions, la température de cet important rendez-vous agricole de l'Afrique et notre pays particulièrement. Eva, ça vous dit de mettre en marche la Matino Mobile?